À présent, la seconde articulation de ce 13h le dimanche magazine, avec pour invité le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Tanor Meya Antoine. Merci d'être là. Les chiffres sont un peu effrayants. 1641 décès, 4,5 millions de personnes malades du paludisme, c'est inquiétant. Merci. Il faut dire que 1641, nous sommes en régression. Il y a de cela 5 ans, on avait 4400 décès. C'est-à-dire en 2016, il y avait 4400 décès liés au paludisme. Et nous sommes passés à 3222 en 2017 et 3018 en 2018. Et nous sommes passés en fin 2019 à 1641. C'est-à-dire en 3 ans, nous avons eu une diminution de 50% de décès liés au paludisme. Mais ça reste encore beaucoup. Oui, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais on se rend compte que dans la zone, par exemple, de Sakassou et beaucoup plus à l'est, c'est là-bas qu'il y a le plus fort taux de malades de la maladie. Ça s'explique comment? Oui, ça s'explique par le fait que, vous savez, notre pays est un pays aussi qui fait beaucoup de riziculture. Et donc aussi, on a utilisé aussi beaucoup de pesticides aussi dans notre agriculture. Dans ce que nous faisons comme les planteurs, ce qu'ils font. Aujourd'hui, dans la zone de l'Est, quand vous prenez à Bengourou, à Niblekro, Sakassou, Nation, Sakassou et Nation demeurent aujourd'hui les deux districts les plus endémiques de Côte d'Ivoire. Et là aussi, là-bas aussi, il y a des zones marécageuses et tout ça. Donc, c'est cela qui explique. Mais là, on a pris des dispositions pour aider ces deux districts-là à pouvoir réduire le nombre de cas de paludisme vraiment dans ces zones. Alors, d'une manière globale, comment se fait aujourd'hui la prise en charge? Quel est le protocole de soins appliqué dans les centres de santé? Le protocole de soins appliqué dans les centres de santé, en dehors de la prévention, si on parle de prise en charge de façon directe, quand une personne a la fièvre et qu'elle vient consulter, lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous payez bien sûr votre consultation. Ce n'est pas gratuit. Lorsque vous avez payé votre consultation, que vous venez pour une fièvre, nous allons confirmer cette fièvre par 2 examens qui sont le test de diagnostic rapide ou la goutte épaisse. Une fois que l'infirmier, la sage-femme ou le médecin a confirmé, ce test est payant. Ce test, il est gratuit. D'accord. Dans l'hôpital public, le test de diagnostic rapide et la goutte épaisse, ces 2 tests-là sont gratuits à l'hôpital public. Mais une fois qu'on a confirmé aussi que vous avez le paludisme aussi, le médicament aussi est donné gratuitement. Mais le médicament qui est donné, c'est seulement pour le palu, pas pour la fièvre. Non, c'est le médicament du paludisme qui est le CTA qui est gratuit. Un produit à base d'artémisia, c'est bien ça? On produit une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. Voilà. Donc, ce médicament-là, il est donné gratuitement pour le cas du paludisme simple. Dans le cas du paludisme grave aussi, il y a aussi un décret présidentiel qui donne aussi la gratuité chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Donc, un enfant de moins de 5 ans qui fait un paludisme grave aussi, c'est gratuit. Et une femme enceinte qui vient à l'hôpital pour un paludisme grave aussi est gratuit. Donc, le traitement du paludisme, il est gratuit pour tous les tranches d'âge. Alors, vous parlez de gratuité alors qu'il y a des agents qui ont rangé le serment d'Hippocrate. Ce n'est pas toujours le cas. Des cas sont remontés où on a entendu des gens dire que ça n'a pas été gratuit à l'hôpital public. Oui, on a eu des cas comme ça. Je vous dis, je donne un exemple simple. Il y a eu des cas qui ont été remontés jusqu'à Bondoukou. J'ai fait partie d'une équipe qui est allée sur place. Il s'est rendu compte que ce qui nous a rapporté de ce que ces 2 clients aient payé la consultation et ils aient payé les médicaments pour la fièvre. Et le médicament, le traitement de paludisme leur a été donné gratuitement. Donc, il y a beaucoup d'amalgame. Mais ce que vous dites aussi, on peut avoir des brebis galeuses dans toute profession. On ne devrait pas y en avoir. On ne devrait pas y en avoir. Parce qu'il s'agit quand même de santé. Voilà. Donc, au fait, aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, on dit aux populations, c'est leur droit de bénéficier gratuitement du traitement et du diagnostic biologique qui est la goutte épaisse et le test de diagnostic rapide. Si un patient se fait payer, on lui demande de payer le TDR dans l'hôpital public, ce n'est pas normal. Il a la possibilité de se plaindre. D'abord, se plaindre où? Il fait quoi pour que ce soit gratuit pour lui? Il peut aller d'abord voir le directeur de l'hôpital, qui est le premier responsable de l'hôpital. Il a la possibilité de voir le directeur du département de la santé. S'il est dans une préfecture, aller voir le sous-préfet ou le préfet. Et on leur demande s'ils doivent payer, que le demande soit fait avec une facture. La population de Côte d'Ivoire aussi, il faut qu'elle nous aide. Parce que très souvent, ils disent ça, mais quand on pose la question, maintenant, ils ne veulent plus dire
Ils sont capables de dire non, moi je n'ai rien dit. Monsieur le directeur, pourquoi pour la fièvre, pourquoi vous ne traitez pas la fièvre? Pourquoi ce n'est pas gratuit, les médicaments de la fièvre? Non, le médicament de la fièvre n'est pas... parce que c'est le médicament du palu qui coûte cher. Ce médicament du palu qui coûte cher. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire, avec ses partenaires, ont pu obtenir et rendre ça gratuit. Parce que, je vous dis, comme on dit, le paludisme est grave parce que l'absentéisme et puis le coût du traitement, le médicament peut coûter à 5 000 francs, une boîte peut coûter jusqu'à 5 000 francs à la pharmacie. Or, l'antipyrétique, c'est 1 000 francs, l'injection qu'on donne. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a rendu gratuit ce traitement. D'accord. Alors, zéro paludisme d'ici à 2030, c'est ce que demande l'OMS. On va regarder cet élément de Sidonie Davila. 228 millions de cas de paludisme dans le monde en 2018, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé 2019. La zone Afrique de l'OMS concentre 93% de ces cas, soit 213 millions. Mais les chiffres démontrent également qu'une baisse remarquable de mortalité due au paludisme est observée dans cette même région, passant de 585 000 décès en 2010 à 380 000 en 2018. En Côte d'Ivoire, sur 4 687 128 cas de paludisme, 1 641 décès et 1 372 vies sauvées. Aujourd'hui, les experts pensent que le paludisme n'est plus la première cause de mortalité dans le pays. Dans un bilan de la pandémie publié en avril dernier, lors de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme, célébrée tous les 25 avril, le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme souligne que le dispositif mis en place par les autorités sanitaires pour réduire, voire éliminer le paludisme dans le pays favorise la mise en œuvre des interventions efficaces pour atteindre des objectifs d'au moins 80% de couverture des populations. Il s'agit, entre autres, de la distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée aux ménages, la dotation de tous les centres de santé publique de plus de 2000 appareils servant à mesurer le taux d'hémoglobine et de détecter l'anémie chez les enfants. Alors, l'OMS veut vraiment en finir avec le paludisme avant 2030, mais ce n'est pas la première tentative. Autour de 1955, on parlait de politique d'éradication. On est venu en 1977 avec politique de contrôle, qui continue encore. On revient pour parler de politique d'éradication. Bon, on espère que cette fois, ça va tenir. Oui, je pense que les années 2050, c'était une très bonne chose. Parce qu'on avait eu, des statistiques qui étaient efficaces à un moment donné, qui était le DTT, qui a marché à un moment donné. Mais quelques années plus tard, on a connu une résistance. Ce qui fait qu'on n'a pas pu aboutir à ce qu'on attendait. Dans les deux politiques et par l'OMS. Donc, du coup, à un moment donné, aujourd'hui, on parle d'éradication. La Côte d'Ivoire a un plan stratégique. Qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui? Ce qu'on parle à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de contrôle. À partir d'aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que là où se trouve un Ivoirien, en matière de prise en charge, là où se trouve un Ivoirien, une population vivante en Côte d'Ivoire, que cette population-là ait accès au traitement. C'est-à-dire une couverture universelle au traitement. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans 74 districts pour les enfants de moins de 5 ans. Vous imaginez qu'aujourd'hui, 30% de la population est située à plus de 5 km d'un centre de santé. Donc, pour couvrir ces enfants qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé, puisque c'est la population la plus vulnérable, nous avons formé près de 9 500 ASC, des agents de santé communautaire, qui prennent en charge les enfants là, dans ces villages qui sont situés à plus de 5 mètres d'un centre de santé. Pour les 5 ans à venir, c'est d'augmenter le nombre d'agents de santé communautaire pour couvrir tous les villages qui sont situés à plus de 5 mètres d'un centre de santé. Pour d'abord éviter que ces enfants-là fassent des cas graves et à mourir, et aussi aider les femmes enceintes aussi à pouvoir respecter aussi leurs consultations et prendre dessus la soie de pyrimétamine. Donc, en dehors de ça, c'est de fermer aussi, d'augmenter le nombre, puisqu'on est déjà passé dans le public. Déjà dans le public, nous sommes aussi dans le privé. Permettre aussi que le privé, avec lequel nous avons commencé à travailler, nous travaillons aujourd'hui avec 60 cliniques privées de Côte d'Ivoire, qui ont accepté de donner gratuitement la moustiquaire imprégnée et la soie de pyrimétamine aux femmes enceintes qui viennent consulter aux enfants de moins de 5 ans. C'est de passer au moins à 500 cliniques privées d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de ce programme. Et aussi, on travaille avec 1000 entreprises. Ça permet que dans toute entreprise où se trouve un centre de santé, que aussi la prise en charge se fait de façon correcte. De telle sorte que partout où on vit,
on peut prendre en charge quelqu'un. Parce qu'il y a aussi un enjeu socio-économique. Voilà. La plupart des cas d'absentéisme, c'est dû au palu dans les entreprises. Voilà. Donc, parce qu'on a fait même une enquête, on a travaillé aussi à faire une enquête d'études avec les entreprises. En général, les entreprises voyaient le coût direct, mais ils ne voyaient pas le coût indirect. Parce qu'une personne qui vient, qui s'absente, même ici, qui paie 3 jours ne pas venir au travail, 3 jours, il est payé quand il est à la maison les 3 jours. Oui. Il est payé les 3 jours, mais il y a une autre personne qu'on vient en payer aussi pour le remplacer. Donc, tout ça qu'on a fait, les entreprises se sont rendues compte que les coûts indirects sont énormes. Donc, il faut que les entreprises et toutes les personnes et tous ceux qui ont, toutes les jeunes, nous aident à participer à la lutte contre le paludisme, à prendre les mesures dans les entreprises. Et donc, pour y arriver aussi, on ne peut pas arriver en 2030 sans aussi l'assainissement. On parle de l'assainissement qui n'est pas le premier travail du ministère de la Santé. Donc ça, vous l'avez toujours fait, hein, donc voilà. les gîtes lavaires que voilà. vous réalisez, etc. Voilà, maintenant, il faut vraiment que le ministère de la Santé soit aidé dans cette tâche avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, la salubrité et aussi le ministère de la Construction et aussi les collectivités locales. Les collectivités locales, ça s'entend les conseils régionaux, les municipalités, pour rendre propre l'environnement. Si on arrive à faire ça, ça va pouvoir vraiment aider la population. Dans votre politique, est-ce que vous prenez en compte nos plantes, nos feuilles, nos racines, qui sont tout aussi efficaces depuis des lustres? Est-ce que vous l'avez intégré dans votre plan stratégique? Oui, ce plan stratégique, comme nous l'avons fait, c'est un plan stratégique qu'on a fait de façon consensuelle, où nous avons invité même les chefs et les rois étaient présents, pour que toutes les sensibilités soient prises en compte dans ce plan stratégique. Puisqu'on veut aller à l'élimination, il faut que toutes les sensibilités soient prises en compte. Nous étions avec la médecine traditionnelle. Nous avons un programme, le ministère de la Santé a un programme de médecine traditionnelle avec lequel nous avons travaillé. Et déjà, je vous informe qu'on travaille déjà avec la médecine traditionnelle. Donc, eux aussi, nous sommes dans ce programme-là, il est jusqu'en 2025, il est prévu qu'on forme aussi les tradipraticiens pour qu'ils puissent arriver à bien diagnostiquer les cas de paludisme. Ce qu'on leur dit aujourd'hui, avant de traiter que ce paludisme, il faut qu'ils aient confirmé. Aujourd'hui, on parle de Covid-19. On sent que le paludisme est un peu mis de côté. On ne vous entend pas trop en cette période de Covid-19, alors qu'il y a eu la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Qu'est-ce que vous faites en cette période de lutte contre cette pandémie? Ben, on ne peut pas dire comme ça que le paludisme a été laissé de côté. Non. Le ministre de la Santé a dit toujours, il nous a raconté, le ministre de la Santé, à qui je dis merci aujourd'hui, il nous a dit, mais la Covid-19 est là, mais les autres maladies, les autres pandémies sont là. Donc, il faut qu'on prenne des dispositions. Donc, dès les déclarations du gouvernement, on a mis en place un plan de contingence. Le programme national a mis un plan de contingence en collaboration avec les partenaires pour la disponibilité des intrants au niveau périphérique, pour là où se trouvent les médicaments. Là où se trouve pour que tous ceux qui sont là-bas puissent bénéficier. Mais dès que les mesures au niveau de l'intérieur se sont apaisées, on a fait partir 11 équipes sur le terrain, sur le territoire ivoirien, pour voir comment ça se passe, la lutte contre le paludisme. Ils viennent tous de rentrer ce vendredi. D'accord. Juste rapidement, quelles sont les similitudes? Parce que le paludisme, il y a la fièvre, le Covid, il y a la fièvre. On est un peu perdu quand on a une fièvre. On fait quoi quand il y a ce genre de situation? Quelles sont les similitudes? Le premier signe du paludisme, c'est la fièvre. Mais le premier signe de la Covid-19, ce n'est pas seulement la fièvre. Donc, toute personne qui vit avec une fièvre, qui a une fièvre, doit consulter, va voir un médecin ou un infirmier et confirmer le cas de paludisme. J'ai dit à Matin Bonheur, quand j'étais à Matin Bonheur, dit qu'un paludisme, le premier signe, c'est la fièvre. La Covid-19, ce n'est pas le seul signe. Il faut qu'il y ait une fièvre, il faut qu'il y ait une toux, il faut qu'il y ait une détresse respiratoire. Donc, il ne faudrait pas que les gens fassent l'amalgame. Et donc, on demande à la population de venir à l'hôpital. Il ne faut pas qu'elle soit apeurée pour dire qu'ils vont prendre la Covid-19 à l'hôpital. Non. Et faire l'automédication. Et faire l'automédication qui va entraîner des cas graves et des décès. Alors, juste une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir enfin le vaccin contre le paludisme? Je peux dire oui. Parce qu'aujourd'hui, on a un vaccin candidat qui est en cours et qui est bien évolué. Et donc, les essais cliniques sont en phase 3 aujourd'hui. Et donc, l'OMS est en train de faire cette phase 3 dans 3 pays, qui sont le Ghana, le Malawi et le Kenya. Il y a eu plusieurs essais. Manuel Potarayo, ce chercheur colombien, depuis 1987 jusqu'en 1998. Bon, on se pose quand même beaucoup de questions sur le sujet. Oui, ce vaccin aujourd'hui, il n'est pas totalement, comme on dit, il n'est pas à 80%, mais nous sommes à 40%, mais les essais cliniques qui sont dans cette phase 3 vont nous permettre de compléter avec les mesures de prévention. Ça va nous aider à pouvoir vraiment prévenir la lutte contre le paludisme des enfants.
Merci, monsieur le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme d'être passé pour nous parler de ce plan stratégique de lutte contre le paludisme d'ici à 2030. Monsieur Tano Meya Antoine, merci. Et c'est un dimanche de fête pour les mères. Une très bonne fête à toutes et à tous. Hommage et reconnaissance infinie à vous, mesdames. À 20h, retrouvez justement une dame, Marie-Laure Ngoran. Je reviens juste après, à 23h pour le dernier journal. Excellente journée dominicale.